Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de singes et d'humains aussi. On sait qu'il y a 6 à 8 millions d'années, c'est là qu'il y a eu la première séparation entre les deux. Certaines espèces de singes ont pris une voie différente de leurs petits camarades. Ils ont appris à marcher en bipède, ont développé la taille de leur crâne et au fil des siècles, d'Australopithèque à Homo sapiens, l'évolution a abouti jusqu'à nous, les humains modernes. Avec une intelligence, la plupart du temps, une capacité cognitive qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le monde animal, le langage parlé, par exemple, ou le réflexe qu'on a instinctivement de pointer du doigt pour montrer quelque chose à quelqu'un. Enfin, ça, pointer du doigt, on croyait qu'il y avait juste nous autres, les humains, qui étions capables de le faire, mais un psychologue a reconsidéré la question en étudiant un chimpanzé nommé Clint. Baptiste Zapirin nous raconte tout ça. Elle date des années 90, les observations de David Levens. Mais il a raconté tout ça dans un texte assez touchant publié ce mois-ci dans le magazine Aeon. C'était un texte hommage à Clint, son ami chimpanzé et sujet de l'étude, mort en 2004 à l'âge de 24 ans. Il n'est pas mort sans avoir subjugué le chercheur par son intelligence insoupçonnée. Dans les années 90, par exemple, Levens raconte que Clint avait l'habitude de pratiquer des jeux sur ordinateur et qu'en cas de réussite, il obtenait une récompense automatique, des arachides ou des raisins. Seulement voilà, un jour, les raisins sont tombés trop loin derrière sa cage. Il ne pouvait pas les attraper. Quand le chercheur est arrivé, Clint a tout simplement pointé les raisins. Alors, pas avec un seul doigt, mais sa main était orientée vers eux, avec les doigts dépliés, davantage dépliés qu'en position relâchée. Et en même temps, son regard basculait. Il regardait d'abord Levens, puis les fruits, puis Levens, puis les fruits. Alors, pas besoin d'être docteur en psychologie pour comprendre ce qu'il voulait dire. Hein. Et regarde, mon raisin est tombé d'à côté, je peux pas le prendre, aide-moi, je suis si malheureux. Il les a eus, ces raisins, et c'était bien mérité. Tranquillement, sans qu'on lui ait rien demandé, Clint s'apprêtait à faire voler en éclats des années de certitude. Jusque dans les années 90, la science était convaincue que les grands singes ne pointaient pas, que c'était propre aux humains. Ça ne s'est pas confirmé tout de suite, parce qu'on avait déjà remarqué que certains singes qui vivaient avec des humains avaient appris à faire ça. Ils sont pas idiots, ils sont capables d'apprendre, surtout si ça peut rapporter de la bouffe. Mais pointer un objet dans le but de l'obtenir, c'est primitif ça, c'est ce qu'on appelle une communication proto-impérative. Je fais un geste pour obtenir quelque chose, action-conséquence. Ce n'est pas la même chose qu'une communication proto-directive. Là, on pointe dans le but de communiquer avec quelqu'un, afin d'attirer son attention pour qu'il réagisse et nous apporte ce qu'on désire. C'est ce type de communication qui n'avait jamais été observé. Levens a donc poursuivi son expérience pour voir si Clint voulait vraiment communiquer, exprimer ses intentions. Il a continué de filmer Clint et observer son comportement, en sa présence et quand il n'était pas là. Il lui a donné plusieurs exercices à faire sur ordinateur. Des exercices de discrimination visuelle. Vous savez, ces exercices où on vous demande de reconnaître un objet caché sur un fond de couleur, par exemple. Et la machine donnait automatiquement de la nourriture à Clint en cas de bonne réponse. Bon. Levens a fini par augmenter la difficulté des exercices. Évidemment, Clint s'est mis à faire de plus en plus d'erreurs. Au lieu de recevoir des arachides, il entendait le son de sa machine qui annonçait un échec. Il était frustré, Clint, et il l'a manifesté d'une manière qui ne laissait plus de doute sur sa capacité à communiquer de manière symbolique. Il s'est redressé et a frappé ses deux mains, l'une avec l'autre, mais en direction du distributeur de récompenses. C'était comme s'il disait qu'il allait le mettre en pièces si seulement il avait pu mettre la main dessus. On a tous déjà eu cette envie-là devant un ordinateur qui nous pose problème. Hein. Et 76% de ses gestes étaient accompagnés d'une alternance de regard entre les humains qu'il observait et l'objet de sa colère. Par contre, il ne vocalisait sa colère que dans 24% des cas, ce qui est beaucoup moins qu'un enfant, par exemple. Mais bon, c'est peut-être parce que Clint savait qu'il avait déjà l'attention des humains. Surtout que quand il n'obtenait pas de nourriture, après avoir pointé avec ses doigts une première fois, il recommençait. Donc, pas de doute, c'était intentionnel et il communiquait. Et pointer, il ne le faisait qu'en présence d'humains dans la pièce. Donc ce n'était pas un geste réflexe non plus, espérant que la nourriture tombe du ciel juste en la pointant. Plusieurs études ont apporté les mêmes conclusions à peu près à la même période. Et même si on sait que d'autres animaux sont capables de pointer d'une manière ou d'une autre, les dauphins par exemple se servent de leur corps allongé,
Malgré ça, Clint nous a apporté la preuve que notre potentiel pour communiquer avec quelqu'un d'autre n'est peut-être pas si récent que ça. En tout cas, pour montrer quelque chose à quelqu'un afin de faire passer un message, Clint nous montre qu'on avait déjà ce bagage en nous, dans nos gènes, avant que nous nous séparions des grands singes il y a des millions d'années. Oui, et merci donc à Clint, ce singe plus intelligent qu'on le croyait. Il est mort jeune, 24 ans, en 1994, mais il a beaucoup contribué à la science. Il est d'ailleurs le premier chimpanzé dont on a séquencé le code génétique. En plus, il avait l'air très attachant. Merci Clint, repose en paix. Merci aussi à Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.